Bonsoir à tous. Une fois encore, c'est un projet novateur que nous allons mettre en avant dans Autrement ce soir. Ce projet concerne la prise en charge des personnes âgées souffrant de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Pour les proches, quand elle survient, c'est souvent une remise en question fondamentale. Toute la vie doit être repensée quand le conjoint, la conjointe, la maman, le papa nécessitent une attention beaucoup plus grande. Depuis 3 ans maintenant, une poignée de convaincus planche sur une solution, une alternative quand la personne a des difficultés à rester chez elle. C'est une colocation pour ces seniors où ils peuvent vivre de manière autonome tout en étant entourés. Ce projet, c'est Vice Versa Habitat et on va vous le présenter ce soir. Bonsoir César Meurice, vous êtes un des cofondateurs de Vice Versa Habitat. Alors, brièvement, si vous pouviez nous présenter en quelques mots ce projet. Eh bien écoutez, c'est une idée qui a germé dans nos esprits depuis quelques années déjà. On travaille avec maintenant 5 personnes, dont 4 bénévoles, que sont Christina Marquis, Nathalie Parmentier, Julie Bonhomme et Chantal Dehon. L'idée est simplement de pouvoir proposer un lieu qui permette aux personnes de pouvoir continuer à vivre leur vie comme elles l'ont toujours vécu, autant que possible, à partir du moment où elles ne peuvent plus vivre chez elles. Donc quelque part, c'est proposer un espace qui n'existe pas encore entre le domicile, le lieu où les personnes ont toujours vécu, et les maisons de repos. C'est en fait une catégorie intermédiaire qu'on voudrait créer pour pouvoir permettre à ces personnes de rester actrices et auteurs de leur vie et pouvoir faire sens malgré la maladie. Alors Marie Bourcy, bonsoir, vous êtes la directrice d'Alzheimer Belgique. Ce type de lieu, il n'y en a pas, c'est vraiment un chaînon manquant pour l'accueil des personnes souffrant de cette maladie? Oui, tout à fait. En Belgique francophone, il n'existe pas encore de lieu comme celui-là. Et c'est vrai que les familles, une fois que le domicile n'est plus possible, elles n'ont pas d'autre choix que d'orienter leurs proches vers la maison de repos, qui n'est pas forcément la solution souhaitée, qui est assez confrontante aussi, parce que voilà, c'est se retrouver dans un univers où il y a beaucoup de personnes qui sont âgées. Et effectivement, des petites unités et ce que prévoit le projet Vice Versa, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui et qui, en tout cas, serait une solution pour une partie des familles. Oui. Alors bonsoir Ursula Adolsdorfer, vous êtes la fille de Liliana qui a 87 ans aujourd'hui et qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Alors vous vous en êtes occupé beaucoup puisque la maladie s'est déclarée il y a plusieurs années déjà. Est-ce que vous avez été confronté, vous, à cette difficulté de la prise en charge au quotidien de votre maman? Oui, et notamment la difficulté que la maladie est progressive et évolutive. Et donc, ça nous a demandé de nous suradapter à la maladie et à mettre des dispositifs et à chaque fois les dispositifs, les remettre en question en fonction de l'évolution de la maladie. Et donc, nous avons finalisé, la question d'habitat était une grande question pour nous, puisqu'en fait, à la base, nos parents étaient en couple. Nous avons donc notre maman a été dirigée vers la maison Vézal qui travaille. C'est une maison de repos qui est spécialisée dans la prise en charge de ces personnes. Et donc en fait qui travaille sur la notion de maison. Donc là je rejoins le projet Vice Versa. Pour nous en fait la maison, le fait d'être habitant et non pas résident, c'est quelque chose qui nous a énormément importé dans notre choix pour la maison Vézal. Et j'avoue comme ça que la maison Vézal nous met à disposition les cuisines, le personnel, travaille sur la méthode Montessori et ça nous permet vraiment de continuer une vie de maison et un accompagnement de maison. Ça, c'était très, très important. Alors, on vient de la voir derrière les écrans et on va la revoir tout à l'heure, votre maman. Voilà, elle apparaît. Comment se porte-t-elle aujourd'hui? Elle se porte très bien. L'avantage, en fait, c'est que la maison Vézal nous a permis ma maman se sent en sécurité à la maison Vézal, parce qu'en fait, c'est un projet qui nous a permis aussi d'intégrer le projet, nous, en tant qu'aidants proches, et de pouvoir questionner la maison Vézal, le personnel de la maison Vézal, et de pouvoir être vraiment dans un processus évolutif.
Et donc ça, c'était vraiment très, très important pour nous. Alors, on aura l'occasion de parler avec vous de cette prise en charge durant l'émission. Mais tout de suite, je vais vous présenter une initiative qui existe déjà. C'est proche de Vice Versa. C'est en Wallonie. Ça a été créé par l'association Le Nouveau Chapitre et c'est situé à Fosse-la-Ville, donc en Wallonie. On va voir des images normalement. C'est 5 appartements dans une maison pour des couples dont l'un des conjoints est atteint de la maladie. Alors, c'est un lieu où il y a des espaces collectifs, il y a une grande cuisine, des pièces de vie, un jardin, et les couples qui y vivent ou qui y vivront, parce qu'ils sont toujours en recherche pour l'instant de couples pour habiter dans cette maison, sont accompagnés, si nécessaire, en journée par des professionnels et des volontaires. Je vous propose d'entendre la cofondatrice de ce lieu. En fait, on veut vraiment que ce soit une maison, que les gens puissent se sentir chez eux, un endroit où ils peuvent recevoir leurs amis, leur famille. C'est un appartement, donc ils ont chacun droit à leur partie privative. Et ce qui est particulier dans cette maison, c'est que le rez-de-chaussée, ce sont des parties communes. Et dans ces parties communes, il y a de l'accompagnement en journée avec des psychologues, des volontaires, un petit peu des personnes qui passent et peut-être aides-soignantes en fonction des besoins des personnes. Voilà, c'est une interview qui a été réalisée par nos confrères de Bouquet, la télévision namiroise. Chantal Dehon, c'est à peu près cette formule, vous êtes chargé de mission à Vice Versa, c'est à peu près cette formule que vous voulez créer, sauf que vous, on ne doit pas forcément être en couple, en fait. Exactement. Donc, en fait, moi, je connaissais très bien le Nouveau Chapitre puisque j'y ai été bénévole. Et donc, on y vit comme on y vit à la maison, mais ils ont été orientés vers des logements en couple parce que ce que notre projet défend et voudrait, et c'est pourquoi on essaye d'être vers des logements individuels aussi, c'est d'avoir une présence et une permanence 24 heures sur 24. Et donc c'est vrai qu'un des enjeux, comme Ursula le disait, c'est que dans la maladie d'Alzheimer, il y a un moment où le domicile a ses limites parce qu'on a besoin d'une présence, on a besoin d'un soutien, de sollicitation. Et notre projet a vraiment pour but d'assurer une présence, mais qui soutienne simplement la vie quotidienne. Et on n'a pas tout de suite besoin de soins et de structures comme les maisons de repos. Et donc on est très inspiré par le Nouveau Chapitre, mais à la fois on veut l'implanter à Bruxelles dans une vie de quartier dynamique, vivant, pour être en lien avec le quartier, mais avec des personnes seules qui n'arrivent plus à vivre chez elles. Et s'il y a un couple, ce ne sera pas du tout fermé. Oui. Alors vous parliez de difficultés de prise en charge, vous nous le disiez aussi, Ursula. Je vous propose d'entendre maintenant un autre témoignage, c'est celui du comédien Yannick Régnier. Sa maman Michel a 76 ans aujourd'hui. Elle est atteinte de la maladie et lorsque le diagnostic a été posé, il s'est mis à la recherche d'une solution avec ses sœurs et avec le conjoint de sa maman, son beau-père, pour tenter d'obtenir une aide, un soutien, mais qui ne soit pas un soutien médical. Et c'est là que les difficultés ont commencé. Cette présence-là, qui est juste une présence humaine, quelque chose qui peut rassurer, parce que ma maman oubliait quelle date on était, ça la perturbait, elle angoissait, mais si on lui rappelait qu'on était mardi, jeudi, vendredi, au printemps, etc., ça se calmait. Et cette aide toute simple, qui est une présence, juste la présence humaine, c'était la chose la plus difficile à trouver. Donc ça, c'est une chose qui m'a frappé, c'est que si on s'adresse à une carence physique, tout est possible, il faut payer, mais tout est possible. S'il y a toutes les nécessités très, très concrètes du quotidien, mais juste la présence, ça, c'était plus difficile. Ensuite, il y a des solutions pour la suite qui sont à réfléchir. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que tout a été pensé dans la vieillesse comme si c'était une maladie. Enfin, c'est pas moi qui l'invente, mais que les homes ressemblent à des hôpitaux, que c'est donc la médecine qui a pris ça en charge, qui a pris la vieillesse en charge, et pas les personnes âgées ou l'humain qui a vraiment s'est dit mais tiens, beaucoup de personnes âgées aiment vivre avec des animaux par exemple, et il n'y a pas de présence d'animaux dans les maisons de repos, la nature, le rapport à la terre, au jardinage. Par exemple, je pense à maman qui adore jardiner et si elle doit aller dans sa commune à la maison de repos, il n'y a pas d'accès pour jardiner. Donc c'est toutes des choses qui, où mettre de côté la médecine, parce que la médecine maintient les gens de plus en plus tard en vie, mais à quel prix? Donc ça c'est des choses que j'imagine. Oui, alors Ursula, je vous ai vu vraiment opiner pendant l'interview, comme si vous retrouviez ce que vous avez vécu. Oui. Parce qu'il faut dire que vous, quand je dis que vous en êtes occupé, vous en êtes vraiment occupé, parce qu'en préparant cette émission, vous m'avez dit pendant plusieurs années, on allait déjeuner avec maman le matin et on mangeait tous les soirs avec elle.
C'est-à-dire que le dispositif qu'on met pour accompagner une personne, une dégénérescence cognitive, on met un tas de dispositifs. Par exemple, nous, on a mis le centre de jour, mais pour que ma maman aille au centre de jour, il fallait qu'elle soit prête le matin. Et donc le matin, il fallait être là à 7 h du matin et prendre soin, qu'elle prenne sa douche, qu'elle s'habille et être OK à 8h20 pour que le taxi la prenne en charge. Mais la maladie aussi, les sautes d'humeur, c'est quelque chose aussi qu'il faut vivre au quotidien. Et parfois, en fait, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et donc l'investissement, il est récurrent et aléatoire. Enfin, les sauts d'humeur et la maladie, on ne sait pas dire chaque jour est différent. Et donc, je rejoins Yannick, c'est très, très, très complexe. Parce qu'il faut vraiment se suradapter. Oui, mais ça veut dire que vous et votre frère, vous avez mis votre vie de côté, votre vie personnelle de côté pendant plusieurs années. Oui, on a mis... Donc en fait, tout a été plus ou moins... tout était programmé et organisé comme du papier à musique. Et donc tant que tout fonctionne et que tout plus ou moins se match, ça va. Mais voilà, à un moment donné, s'il y a du stress au niveau professionnel ou s'il y a du stress dans une vie de couple, cet équilibre est très, très complexe à tenir, en tous les cas, en tant qu'individu. Ouais. Ça, Marie Bourcy, c'est un témoignage que vous entendez souvent, j'imagine, la difficulté pour les aidants proches, qui vont jusqu'au bout de ce qu'ils peuvent. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est que les aidants proches se fixent tous des limites, mais ils les dépassent systématiquement, parce qu'effectivement, comme le disait Ursula, c'est une maladie qui est progressive. Donc on accumule, on s'adapte, on se réadapte. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on s'oublie aussi en tant qu'aidant. Sauf que ça demande beaucoup d'énergie. Et effectivement, nous, on fait toujours attention à ce que l'aidant prenne soin de lui. Parce que s'il veut tenir, il faut aussi qu'il prenne un peu des respirations. Alors là, Ursula, vous avez de la chance d'être avec votre frère aussi et d'être deux. Mais c'est vrai que quand il n'y a qu'une personne qui porte tous et que la personne s'effondre, là, il n'y a plus de solution. Donc oui, ça c'est clairement un témoignage que l'on entend très souvent. Et en quoi ces armeries, ce lieu que vous voulez créer, ce serait vraiment une soupape pour les aidants proches, pour les conjoints, pour la famille? Je pense que d'abord, ce qu'il faut bien s'imaginer, c'est que ce qu'on voudrait éviter, c'est qu'on prenne les personnes qui viendront vivre là par morceaux. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de spécialisation. Les personnes sont approchées, appréhendées en fonction de leurs difficultés de santé, en fonction de par exemple, l'administration liée à leurs biens ou à leur personne, en fonction de plein d'éléments. Et il manque un petit peu du liant. Et finalement, le liant, dans la vie, les choses ne sont pas séparées. On fonctionne tous avec une seule et même vie. Et donc, pourquoi est-ce que ça peut être un lieu qui fait soutien et soupape pour les proches? Finalement, il y a une grande culpabilité chez les proches lorsque, quelque part, ils ne sont plus en mesure d'aider comme ils le souhaiteraient la personne aimée. Et de ce fait-là, ils ont besoin d'être actifs et de participer à l'accompagnement. Et le lieu qu'on voudrait proposer, c'est justement permettre de décloisonner ces espaces pour qu'il y ait vraiment la vie qui vienne à l'intérieur de ces espaces-là et également que la vie puisse en sortir. Donc je pense que un des points forts, en tout cas, du projet qu'on propose, c'est que finalement, il n'y ait pas de rupture dans l'ordinarité de ce qui a été proposé, et pouvoir continuer autant que faire se peut à poursuivre sa vie comme on l'a toujours fait. Oui, alors justement, par rapport à la difficulté de vivre avec un malade d'Alzheimer, vous en parliez, Ursula, et vous tous ici autour de la table, on écoute un autre extrait de Yannick Régnier. Il évoque la situation qu'a vécue son beau-père, qui vivait donc avec sa maman jusqu'au moment où ça n'a plus été possible pour lui. Puis la maladie a quelque chose d'épuisant parce qu'il y a beaucoup de répétitions, il y a une angoisse. Le fait de vivre avec quelqu'un qu'on aime qui est malade, c'est quelque chose qui est très, très douloureux nerveusement et moralement. Et donc il a eu besoin de moments de ressourcement pour souffler nerveusement parce qu'il y a en général aussi, moi je l'ai remarqué chez ma maman, il y a une personne de référence qui devient un peu... qui a les réponses à tout pour la personne malade. Et donc on est très très sollicité. Mon beau-père est très sollicité. Elle a besoin de lui auprès de lui. Et lui, à un moment donné, c'est tout à fait naturel, a besoin de moments pour souffler, pour pouvoir aussi vivre au mieux les moments qu'il a avec elle. Moi, c'est ce que j'ai remarqué il y a
quand il y a 1 an et demi, je me suis énormément investi. J'ai passé beaucoup de temps auprès de ma maman, surtout qu'elle s'est fracturé un poignet. Donc là, il a fallu une présence 24 heures sur 24. Et j'ai pris ça à bras-le-cœur. J'ai passé beaucoup de temps avec elle. Je me suis rendu compte au bout d'un moment que je dépassais mes limites et que je n'arrivais pas finalement à équilibrer le plaisir que je passais, le plaisir de passer du temps avec elle et une sorte de devoir de m'occuper d'elle. Et voilà, et ça basculait dans quelque chose qui n'était pas sain. Oui, voilà, Ursula, votre papa est décédé aujourd'hui, mais il a vécu aussi la maladie de votre maman. Comment ça se passait pour lui? Comment ressentait-il cette maladie? Mais je pense que pour lui, c'était très compliqué de vivre la dégradation cognitive de sa femme. Et donc, après 67 ans de vie commune, il n'a pas intégré la maladie dès le début. Donc, c'est vraiment tardivement qu'il s'est intéressé à la maladie. Il était un peu dans le déni, c'est ça? Beaucoup dans le déni. Nous, on a... moi, j'ai suivi, grâce à Alzheimer Belgique, une formation en psychoéducation sur la maladie. Et donc ça nous a énormément aidé parce qu'on a commencé à vivre avec la maladie et à mettre d'autres types de comportements par rapport, par exemple, au non, de ne pas contrarier la personne et des choses comme ça. Mais la vie de couple a été extrêmement compliquée pour mon papa. Ça, c'est sûr et certain, parce que c'est une maladie qui arrive de manière très discrète. Et en fait, la famille, l'entourage va pallier au manque. Donc, si on ne trouve pas un mot, si on trouve pas, on va trouver une solution. Mais l'acceptation de la maladie, c'est vraiment un processus très complexe. Ouais. Alors, Marie Bourcy, on parlait de lieux de ressourcement. Yannick Régnier parlait de lieux de ressourcement. Est-ce qu'il y en a beaucoup de ces lieux de ressourcement où on peut à un moment que cette personne puisse être hébergée pendant quelques jours ou plus et revenir après? Est-ce qu'il y en a beaucoup des structures comme celle-là ou pas? Il y a différentes options, elles ne sont pas très nombreuses, mais il y a la possibilité de laisser son proche à domicile pour que l'aidant soit parte en vacances ou même juste se fasse hospitaliser. Donc ça, il y a ce qu'on appelle le baluchonnage. Il y a une association qui permet ce temps de répit. Effectivement, les maisons de repos permettent aussi à ce qu'il y ait des courts séjours et où la personne peut passer un petit temps pour que le proche se repose. Mais voilà, des lieux de répit, il y a des lieux de répit, par contre, des centres de jour à la journée, parce qu'il faut effectivement organiser ces temps pour que le proche se repose. Mais quand on a vraiment besoin de manière urgente, il n'y a pas des lieux simples à activer, je dirais. Et c'est vrai que ça manque parfois. Alors, par contre, il y a des groupes de parole, il y a des groupes de soutien où, par contre, les aidants soufflent et échangent entre eux. Et ça, je pense que déjà, ça fait du bien. Ou alors des groupes de psychoéducation où voilà, les aidants se forment et entre eux arrivent à se ressourcer. Oui. Alors Chantal Dehaut, on reparle de ce projet Vice Versa Habitat. On en est où aujourd'hui? Où en est le projet? Parce que vous travaillez dessus depuis longtemps. Alors est-ce qu'il se concrétise ou pas? Où en est-il? Alors quand même, grâce à Iris Kerr qui a fait un appel d'offres quand même pour des alternatives entre le domicile et la maison de repos. Donc c'est comme ça que j'ai pu être engagée à mi-temps depuis septembre. Je pense que c'est déjà une grande avancée pour qu'un projet conceptuel puisse se transformer en projet concret. Donc où ça en est, c'est qu'au niveau juridique, au niveau des lieux, au niveau des recherches financières, on a énormément travaillé. Et on est face à 2 gros enjeux aujourd'hui. Et on a parlé beaucoup d'un... Alors, un des enjeux dont on ne va pas beaucoup parler aujourd'hui, c'est la recherche de lieux à Bruxelles. Là, on croit vraiment à la possibilité, on sait que ça existe pour d'autres associations, d'autres SBL, que des lieux seront à disposition pour ce genre de projet. Le deuxième enjeu, c'est la présence, l'encadrement. Et comme on l'a entendu, on se rend compte qu'il y a un moment où le domicile n'est plus possible, mais où ce dont on aurait besoin, comme le disait Yannick dans le témoignage, c'est de la présence. Et donc, nous, notre enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir assurer une présence. Donc, qui ne soit pas médicale, alors. Qui n'est absolument pas médicale, ouais. qui n'est absolument pas soignante. Et c'est là où c'est compliqué. Alors, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, les structures de l'aide et des soins sont financées pour du soin. Je suis infirmière de formation, j'ai été directrice de maison de repos. Ce sont des infirmiers, des aides-soignants, des paramédicaux. Et comme on l'a entendu, il faut une présence relationnelle, une présence humaine avec des compétences relationnelles. Et notre projet aujourd'hui, il a envie de défendre qu'on peut trouver des personnes comme celle-là, qu'on encadrerait, qu'on formerait, et qui permettent d'assurer cette présence
pour 8 à 10 personnes et pour soulager les aidants Oui. proches. Mais il faut quand même que ces personnes, une fois que le projet sera mené, elles doivent avoir une certaine autonomie. Vous avez fixé un seuil d'accès, si je puis dire. La personne doit être... Quelles sont les caractéristiques pour que la personne puisse intégrer votre projet? Les habitants Les habitants, oui. Alors, c'est vrai que c'est une maison, il y aura un escalier, on la voudrait assez horizontale, mais on imagine quand même un étage pour les chambres et les lieux communs au rez-de-chaussée. Donc, on imagine que la personne qui vient puisse encore circuler, monter un escalier. La présence, elle permet quoi? C'est de créer un climat de confiance qui sollicite, qui dit ah, ben, c'est l'heure de manger, de créer de la vie. Mais donc, on sait que les personnes en début de maladie, si elles sont insécurisées chez elles ou commencent à se mettre en danger, peuvent encore marcher, prendre une casserole, prendre un balai. Et donc, on entre dans cette maison Vice Versa Habitat avec une capacité physique qui est toujours là. On est complémentaire par rapport aux maisons de repos. Si à un moment, il y a un déclin physique avec un besoin de soins, avec une dépendance physique, On évidemment... quitte la maison, alors. Ouais. Si à un moment, on ne peut plus participer à la vie collective, on va avoir besoin de soins. Et la maison de repos est là et c'est très bien. Oui, ça c'est toute la complexité de la maladie, Marie Bourcy, c'est qu'elle évolue. On parle de la maladie d'Alzheimer, mais est-ce qu'on peut vivre correctement longtemps avec cette maladie? Alors, aussi le problème de cette maladie, c'est qu'on ne peut pas généraliser. Elle est différente d'une personne à l'autre. Et donc, voilà, cette maladie, en fonction des zones du cerveau qui sont touchées, il va y avoir soit des problèmes comportementaux qui peuvent être compliqués pour le coup, dans des lieux où on demande un peu d'autonomie. Il y a des personnes qui, jusqu'au bout, vont marcher sans aucune difficulté, vont parler. Enfin, en fait, il n'y a pas un schéma type. On sait qu'il y a des stades, il y a une progressivité. Et effectivement, généralement, quand même une perte d'autonomie sur les dernières années qui peut être assez lourde et où là, il y a des besoins parfois de soins qui sont réels. Oui. Et donc, par rapport à ça, c'est vrai, comme vous dites, on peut être mobile jusqu'à la fin, quoi, en fait. Ouais. J'ai visité des lieux, notamment en Flandre, à Usper-Ekes, jusqu'au dernier moment. Les gens, comme ils sont systématiquement mobilisés, ça dépend de la manière dont on accompagne les gens, mais si les gens sont mobilisés, effectivement, on maintient plus facilement des capacités, notamment de motricité. Parce que l'idée, effectivement, par rapport à une maison de repos, ces armeries, c'est que les personnes seraient sollicitées, motivées, et donc cette activité qu'elles auraient tout au long de la journée est censée reculer l'avancement de la maladie. Alors, déjà, je crois que c'est important pour un souci de clarté de distinguer autonomie et indépendance. L'indépendance, c'est la capacité à pouvoir faire des choses de façon physique. L'autonomie, quand on parle d'autonomie, en tout cas généralement dans ce vocabulaire-là, c'est la capacité à pouvoir prendre des décisions pour soi-même, à pouvoir être acteur de ce qui importe dans ma vie et essayer de l'implémenter dans ma vie. Donc, pour répondre à votre question, je crois que ce qui est essentiel de comprendre, c'est que finalement, ces personnes-là, plus que les autres, déjà, il n'y a pas de pharmacologie, c'est-à-dire de médicaments qui permettent de soigner la maladie d'Alzheimer. Par contre, un contexte relationnel favorable permet de maintenir beaucoup mieux les capacités des personnes, d'une part, et permet également de pouvoir en acquérir éventuellement de nouvelles. Donc l'idée, c'est de se dire que en fonction du contexte relationnel, et c'est comme ça pour tous les individus de cette terre, mais ici, étant donné que c'est vraiment l'apport d'entrée pour le maintien de ces capacités, le contexte relationnel favorable permet aux personnes, si elles sont relativement bien entourées, de pouvoir continuer à réaliser tout un nombre de choses qu'elles ne pourraient pas faire si ce contexte favorable n'était pas à leur disposition. Oui, alors on l'entend bien, Chantal Dehonck, vous êtes à la recherche à la fois d'un lieu, mais aussi de subsides qui vous permettraient de financer ce personnel qui ne serait pas du personnel médical. Reste la question du coût. Dans ces maisons partagées à Fos-la-Ville, c'est 1 500 € par personne. Donc pour le couple, ça fait 3 000 €, ce qui est quand même une somme assez importante. Vous imaginez au niveau du prix combien ça coûterait aux résidents? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du lieu, il y a différentes ASBL et investisseurs à visée sociétale, sociale, qui peuvent nous soutenir par rapport au choix du lieu. Le coût du personnel, je peux en parler après, c'est un des gros budgets et c'est pour ça qu'on a besoin de soutien, comme une maison de repos en a besoin, comme des aides à domicile en ont besoin. Et donc, nous, on imagine que pour la vie dans la maison, son loyer, ses charges, sa nourriture, ça rentre dans une enveloppe qui est une pension moyenne, éventuellement aidée d'une aide aux personnes âgées qui existe au niveau social aujourd'hui. Donc 1 600 € pour être logé, nourri. Maintenant, on estime que la présence de quelqu'un se liant, ce soutien, doit être soutenu par l'aide aux personnes, par les subsides. Et c'est là, qu'est confronté aussi que sont confrontées les maisons partagées, c'est
Le coût en personnel, et ça, peut-être que la population ne s'en rend pas toujours compte, mais pour avoir une présence 24 heures sur 24, c'est pas comme quelqu'un qui travaille du lundi au vendredi dans un bureau, un équivalent temps plein. Pour une présence 24 heures sur 24, c'est 5,3 équivalents temps plein. Donc tout de suite, avoir une seule personne pendant 24 heures, c'est 5,3 équivalents temps plein. Donc c'est sûr que le besoin financier est important. On ne peut pas le mettre sur la tête des personnes elles-mêmes. Ça ferait des budgets de 2 500 € par mois en plus pour le personnel. Alors j'ai juste une dernière question parce qu'hélas l'émission arrive à son terme. Je vous demanderai une réponse rapide, César Meurice. Idéalement, l'ouverture, ce serait pour quand? Vous la souhaitez pour quand? Écoutez, idéalement, ce serait pour dans 1 an et demi. Après ça, voilà, c'est très clair, c'est un projet qui demande de mobiliser beaucoup de moyens, aussi bien humains que financiers. Et donc, on ne sait pas très bien quoi l'avenir sera fait. Il faut savoir qu'il y a quand même des cadres normatifs dans lesquels on doit s'inscrire et que la façon dont ceux-ci vont évoluer, on espère par ce projet également contribuer à leur évolution. En fonction de l'évolution des cadres, notre projet pourra avancer plus ou moins vite. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, c'est qu'il avance le plus vite possible. Merci en tout cas d'être venu nous le présenter. Merci Ursula pour votre témoignage et longue vie à votre maman à la Maison Vézal. Merci aussi Marie Bourcy. Autrement, c'est terminé pour ce soir. La semaine prochaine, vous retrouverez Cyprien Oudemont à la présentation de cette émission. Très bonne soirée à tous.